Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu plus informelle. J'ai décidé de regrouper les dernières questions qu'on m'a posées. Je reçois pas mal de mails, je reçois pas mal de messages sur LinkedIn de futurs freelances ou de gens qui sont débutants et qui me demandent mon avis sur des choses. Et je pense que ça va intéresser beaucoup plus de personnes que juste ceux qui m'ont posé ces questions. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous répondre en direct aux questions que j'ai reçues récemment sur le freelancing. Alors c'est parti, la première c'est est-ce que la micro-entreprise c'est vraiment le meilleur statut? Bah, il n'y a pas de réponse type. En général, on peut dire que si vous n'avez pas beaucoup de charges pour faire fonctionner votre activité, oui, la micro-entreprise, c'est souvent le meilleur statut parce que ça vous permet de payer pas beaucoup de cotisations, pas beaucoup d'impôts, et que c'est assez simple à gérer et ça vous demande pas de payer un comptable et tout ça. Donc oui, la micro-entreprise, ça peut être un très bon statut. Par contre, si vous prévoyez de faire un gros chiffre d'affaires, non, parce que vous êtes limité à 72 000 € que vous pouvez faire que 2 fois de suite. Si vous avez beaucoup de charges, bah, ça ne sera pas le bon statut non plus parce que le principe de la micro-entreprise, c'est que vous payez des cotisations URSSAF qui sont un pourcentage de votre chiffre d'affaires, peu importe ce que vous avez dépensé. Donc en gros, vous pouvez rien déduire et toutes les dépenses que vous faites en micro-entreprise, c'est de l'argent qui sort de votre poche, on va dire, de l'argent sur lequel vous avez été taxé et imposé. Donc dans ce cas-là, c'est mieux d'étudier la possibilité d'un autre statut comme la création d'une société par exemple. Si vous avez envie de déléguer, de sous-traiter certaines choses, ben, en micro-entreprise, déléguer, ça va devenir une charge sur laquelle vous pouvez rien déduire. Donc c'est pas forcément très intéressant non plus. Et puis si vous avez des droits Pôle emploi, bah, en fait, ce qui se passe quand vous êtes en micro-entreprise, c'est que chaque mois, vous allez déclarer à Pôle emploi le montant de votre chiffre d'affaires du mois précédent et eux, ils vont en tenir compte dans ce qu'ils vont vous verser ou pas vous verser. Et donc il y a des gens qui préfèrent se dire bah moi pendant une année par exemple, je démarre, je vais pas me verser de rémunération, je vais toucher mes aides Pôle emploi. Et ça, vous pouvez le faire que si vous êtes en société, parce que quand vous êtes en société, c'est ce qui est important pour Pôle emploi, c'est le montant de la rémunération que votre société vous a versé à vous personnellement. Donc, vous pouvez dire, bah oui, mon entreprise, elle a encaissé du chiffre d'affaires, mais moi, je me suis pas payée, donc je touche mes aides Pôle emploi. Voilà, donc la micro-entreprise, c'est un statut qui peut être top pour démarrer parce qu'il coûte pas cher, parce qu'il est facile, mais faut quand même d'abord s'assurer que c'est vraiment intéressant pour vous avant de foncer tête baissée sur ce statut parce que vous en avez entendu plein de choses. J'ai aussi eu la question, ben désolée que ça arrive, mais quelqu'un qui me demande au bout de combien de temps je peux relancer un client quand il est en retard pour me payer? Alors ça, c'est toujours délicat et au début, c'est vrai qu'on n'ose pas relancer. Pourtant, il y a une personne qui est en tort dans l'histoire, c'est le client qui a pas respecté l'échéance de paiement. Donc hésitez pas, vous avez le droit de relancer. Moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser passer peut-être une semaine après la date d'échéance. Moi, c'est assez fréquent que les clients avec qui j'ai un contrat récurrent, ils me payent 3 4 jours après l'échéance de la facture. Voilà, je pense que c'est une question d'organisation chez eux, donc il y a du retard. Mais moi, j'attends en général une semaine avant de relancer en disant bon, bah, cette facture numéro tant, elle aurait dû être réglée à telle date, c'est pas encore le cas. Est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Et surtout dans mon mail, je joins la facture parce que au début je le faisais pas, j'y pensais pas, je me disais bah ils l'ont déjà reçu, ils en ont pas besoin. Et puis la réponse que j'avais c'était ah mince désolé, est-ce que vous pouvez nous renvoyer la facture? Donc ça faisait encore un mail à renvoyer, ça me prenait plus de temps, et puis ça différait encore le moment où bah, la facture allait finalement enfin être réglée. On m'a aussi dit mon employeur refuse ma rupture conventionnelle, comment faire pour pouvoir quand même avoir le chômage? Alors, c'est vrai que le mieux c'est la rupture conventionnelle parce que, voilà, tout le monde se met d'accord. Vous pouvez même avoir une indemnité en partant et puis vous avez droit à Pôle emploi. Vous pouvez garder votre mutuelle employeur pendant un certain temps, donc c'est cool. Maintenant, il y a quand même pas mal de boîtes, qui sont pas d'accord. Alors jusqu'au 1er janvier 2023, il y avait des boîtes, encore des RH qui disaient: «On peut pas te faire de rupture conventionnelle, par contre, tu qu'à faire un abandon de poste, comme ça tu auras le chômage». Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement s'est beaucoup fait. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que, il y a une nouvelle loi et un abandon de poste, c'est considéré comme une démission, donc vous avez pas le chômage. Donc on vous offre pas votre rupture conventionnelle, vous pouvez pas faire un abandon de poste. Qu'est-ce qui vous reste? Bon bah la démission, mais la démission, le problème, c'est que vous touchez pas le chômage. Il y a une alternative qui existe depuis plusieurs années, ça s'appelle la démission création. En gros, l'idée, c'est que vous allez présenter à Pôle emploi un dossier qui présente votre projet de création ou de reprise d'entreprise.
Donc là, création d'activités freelance, vous allez faire une sorte de business plan, expliquer quel est le marché que vous visez, quels sont les types de services que vous allez proposer. Pôle emploi va analyser votre dossier, il passe en commission, et ensuite ils peuvent vous dire ok, bah écoute, on accepte ton dossier, donc là, à partir de maintenant, tu peux démissionner, et dans ce cadre de ce dispositif, bien que tu aies démissionné, tu auras droit à tes allocations de retour à l'emploi. Donc ça, c'est vachement cool. Par contre, il y a plusieurs bémols. Le premier, et là, vous pouvez pas y couper, c'est que vous devez être en activité depuis 5 ans non-stop en France. Donc, si vous avez commencé à travailler il y a 3 ans, par exemple, malheureusement, vous n'êtes pas éligible à ce dispositif. Ensuite, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps de construire le dossier. Moi, j'ai accompagné quelqu'un qui crée ce dossier et franchement, elle y a mis beaucoup d'énergie. Et puis surtout, il y a des délais qui peuvent être longs parce que bah, il y a des dates de commission. Et puis, si votre commission, elle est dans 2 mois, c'est-à-dire que vous devez attendre 2 mois avant d'avoir une réponse. Et une fois que vous avez la réponse, bah, vous allez démissionner et puis il y a encore le préavis. Voilà, donc ça c'est quand même top parce que si votre employeur est pas prêt à vous laisser partir avec une rupture conventionnelle, ça veut dire que vous avez quand même une solution qui va vous permettre de quitter votre emploi et d'avoir Pôle emploi. Donc ça c'est intéressant. Sachez aussi que si jamais votre conjoint est muté ou votre conjoint prend un emploi qui est à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, bah, vous pouvez avoir droit au suivi de conjoint, quitter votre emploi en démissionnant et avoir droit à Pôle emploi. Ça aussi ça peut arriver et il y a plusieurs personnes que je connais qui se sont lancées en freelance comme ça après avoir suivi un conjoint. euh, parce que c'était l'opportunité d'avoir Pôle emploi et parce que de toute façon il aurait fallu changer quelque chose dans leur vie professionnelle, chercher un nouveau travail par exemple, et donc bah voilà, c'était un peu l'opportunité de se lancer enfin. On m'a demandé aussi, est-ce que c'est obligatoire de prendre une prévoyance? Alors, la prévoyance, en fait, quand on est indépendant, elle est là pour compenser le fait que si vous êtes en arrêt de travail, la sécurité sociale va pas vous verser grand-chose. Donc en gros, l'idée c'est de se dire, je vais prendre une assurance revenu, ça s'appelle comme ça, chez un assureur. On va définir des caractéristiques, souvent il y a un délai de carence, on va définir le montant de vos indemnités journalières. Parfois ils peuvent aussi prendre en charge ce qu'ils appellent vos frais généraux. En gros, l'idée c'est de se dire pendant que vous travaillez pas, ben, votre activité continue de générer des frais, par exemple pour payer, je sais pas, votre comptable, votre compte bancaire, vos outils de travail. Et donc eux prennent en charge ces dépenses pendant ce temps. Donc la prévoyance, elle n'est pas obligatoire, ça c'est certain. Par contre, moi je vous la conseille parce que si vous avez un pépin de santé, si non seulement vous êtes malade, mais en plus vous devez vous inquiéter parce que la sécurité sociale vous indemnise mal et donc financièrement vous êtes en difficulté, franchement c'est compliqué. Alors que si vous avez une prévoyance, bah, vous êtes rassuré. Vous aurez vos indemnités journalières de la sécurité sociale et puis vous aurez le montant de votre prévoyance aussi qui tombera pendant la durée de votre arrêt maladie avec souvent un délai de carence. Moi, dans la mienne, pendant les 15 premiers jours, je sais que j'ai rien. Mais voilà, c'est ce que j'ai accepté dans le contrat. On m'a demandé aussi, est-ce que tu connais des outils gratuits pour faire les factures? Alors, outils gratuits pour faire les factures, il y a Time qui est top, que moi j'utilise. Vous pouvez faire les devis, vous pouvez faire les factures, vous pouvez tout personnaliser, numéro de facture, parce que souvent on n'a pas envie d'envoyer une facture la première fois que ça marque facture numéro 1. Vous pouvez personnaliser les couleurs des factures, enfin voilà, plein de choses. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a Super Indep aussi, qui a un outil de facturation qui est gratuit. Après, vous pouvez prendre l'abonnement payant pour avoir accès à d'autres fonctionnalités, comme c'est que pour les micro-entreprises, Super Indep, hein. La déclaration de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, de votre TVA, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis il y a une autre solution qui s'appelle Henri, donc comme le prénom, mais avec deux R. Que moi j'ai utilisé pendant quelques mois et que j'ai vite abandonné parce qu'en fait je trouvais que l'ergonomie était vraiment terrible et honnêtement je perdais du temps quand je me baladais entre mes factures pour suivre les règlements et tout ça. Donc voilà, Henri, voilà, il est gratuit, je vous le dis, il existe, mais je vous conseille plutôt, alors le mieux en termes d'ergonomie c'est Time. Super Adapt, il a aussi beaucoup de fonctionnalités. Voilà, donc ça c'est des outils gratuits. Après, vous avez d'autres outils qui sont payants et qui vont vous permettre d'aller plus loin. Par exemple, avec Time, si vous prenez aussi le compte bancaire qui coûte 10 € par mois, je crois, bah en fait, vos écritures bancaires vont se synchroniser et puis vous allez avoir un suivi automatique de vos règlements. Par exemple, vous allez avoir un virement qui arrive, il y a telle facture de tel montant qui est notée, bah, la facture, elle change de statut, elle passe à payer. Donc vous avez beaucoup moins de travail à faire pour suivre les règlements de vos factures.
Alors autre question, j'ai fait une proposition hier. Le prospect m'a demandé de baisser mon prix. Est-ce que je dois dire oui? Bah, déjà le prospect il a répondu vite, donc ça c'est cool. Baisser son prix comme ça a priori, moi je dis non. Par contre, on peut trouver un terrain d'entente avec le prospect, pour, rentrer dans son budget, mais par contre, vous aussi, vous devez vous y retrouver. On peut baisser, le prix de la prestation si on enlève des choses, par exemple. On peut baisser le prix de la prestation si lui vous donne quelque chose en échange. Alors il y en a qui disent, on peut baisser si le client nous autorise à communiquer sur le projet, par la suite. Alors au début, OK, parce que vous avez besoin d'un portfolio. Ensuite, quand vous êtes en activité, franchement, je trouve que c'est pas une raison suffisante pour baisser votre prix. Juste, si vous enlevez des choses, c'est normal que le prix baisse. Mais voilà, en gros, c'est le tarif. S'il l'accepte pas, il l'accepte pas. S'il a pas assez d'argent là, à ce moment-là, pour payer tout ce que vous lui avez proposé, vous en enlevez une partie. Voilà, ça c'est important de se dire que, si vous avez défini que telle chose a tel prix, vous pouvez pas le baisser. Vous pouvez juste enlever des choses. Et puis pour finir, dernière question, quel CRM tu utilises? Alors moi j'utilise HubSpot, qui a une version gratuite qui me suffit bien largement, il y a déjà plein de fonctionnalités. Euh, bon, depuis que j'utilise, il n'y a jamais eu de bug. Et puis c'est assez facile de se l'approprier, de modifier les champs, de mettre en place des tâches qui s'envoient par mail automatiquement. Donc moi j'aime bien HubSpot. Je vous le recommande vraiment. Après, il y a d'autres CRM, mais souvent, c'est des trucs un peu usine à gaz. Souvent, c'est des choses qui sont payantes. Donc voilà, faites votre petite investigation, mais HubSpot, c'est vraiment très bien pour un freelance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que je suis sûre que dans ces questions, il y en a que vous vous posez aussi. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. Et et puis, je vous dis à très vite.